Bienvenue donc sur ce webinaire sur les axes d'évaluation et d'optimisation dans le cadre de projets d'énergie renouvelable. Donc, en préambule, je vous présente le cabinet Orcom. Donc, le cabinet Orcom, c'est un groupe qui est composé de 650 personnes. Le cabinet Orcom, qui est le cabinet traditionnel et d'origine, un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Mais nous avons également de notre portefeuille deux autres marques que sont ActiveForce dans le cadre de la gestion des ressources humaines et Stratoria Finance qui s'occupe plus particulièrement des collectivités locales et notamment de la gestion et du conseil en finances publiques et fiscalité. Pour ma part, je m'appelle Bruno Roquirol, je suis diplômé d'expertise comptable et responsable du pôle énergie et environnement chez Orcom. Et j'ai notamment une expérience assez poussée dans les énergies renouvelables, puisque j'ai participé grandement à la création d'un service spécialisé dans les énergies renouvelables, dans lequel on gérait environ 500 MW en quotidien d'unités de production d'énergie renouvelable de toute activité, et on avait près de 600 MW en audit d'acquisition. Ce service comportait 12 personnes. Alors tout d'abord, en introduction sur le projet d'énergie renouvelable, le contexte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les énergies renouvelables sont une activité, un secteur qui est assez récent, mais pour lequel il y a une prise de conscience qui s'est faite progressivement, notamment à partir du protocole de Kyoto dans les années 70, et pour lequel cela a été décliné dans les différents pays, et notamment en France à travers les lois Grenelle de l'environnement, loi de transition énergétique et de croissance verte, ou plus récemment la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les énergies renouvelables, c'est également des acteurs qui ont des objectifs différents, mais un projet commun qui est celui de la production d'énergie renouvelable. Pourquoi des objectifs différents? Puisque en termes d'acteurs, on retrouve les développeurs, donc des sociétés spécialisées qui développent des projets d'énergie renouvelable de tous bords, de l'éolien, du photovoltaïque, de la méthanisation, qui eux donc créent et développent ces projets pour ensuite notamment les revendre. Vous avez les investisseurs, les financeurs qui sont là pour justement pouvoir exploiter ces projets-là et avoir soit un objectif de rentabilité, soit un objectif de valorisation du territoire, ce qui peut être le cas dans le cadre des collectivités locales. En termes d'acteurs, vous avez également les propriétaires fonciers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un projet d'énergie renouvelable, vous avez une emprise foncière qui est plus ou moins forte. Dans le cadre d'un projet de méthanisation ou d'éolien, vous avez des emprises foncières assez fortes. Donc voilà, il y a une interaction également avec les propriétaires fonciers, qui ne sont pas forcément les exploitants eux-mêmes des projets. Et enfin, le dernier acteur, et qui n'est pas moindre, c'est les pouvoirs publics. On a donc une surveillance accrue des pouvoirs publics, notamment avec différentes autorisations qui sont faites et qui sont demandées pour pouvoir bénéficier justement de certains tarifs réglementés, ou bien de pouvoir installer des unités de production d'énergie renouvelable sur les territoires. Et enfin, un projet d'énergie renouvelable, c'est un modèle économique particulier puisque c'est un projet à long terme. C'est un projet à long terme puisque vous avez des constructions, des établissements industriels qui sont installés sur des durées qui sont assez longues, qui peuvent être 15, 20 ans, voire même plus, et donc qui bénéficient de tarifs, notamment ce qu'on appelle réglementés. Donc on verra un petit peu par la suite dans les actualités que ce régime-là va être un petit peu bousculé, puisqu'on passera d'un régime de tarif d'obligation d'achat à un complément de rémunération. Donc voilà, en termes d'introduction, comment ça se passe. Un projet ENR, c'est quoi? Alors, grosso modo, un projet ENR, on a un actif qui est un investissement, qui peut être une éolienne, un champ éolien, des panneaux photovoltaïques, une unité de méthanisation. Et cet actif est financé. Donc, à l'autre côté du bilan, on a un passif qui est d'un financement. Donc, le financement peut être de tous ordres. Ça peut être un autofinancement dans le cadre de prise de participation en capital. Ça peut être des emprunts bancaires, donc financés par des sociétés bancaires, mais il y a également d'autres moyens comme des versements de compte courant, ou bien des solutions alternatives comme les financements participatifs qui se font beaucoup
notamment dans certaines sociétés spécialisées dans les placements participatifs permettent de financer des projets d'énergie renouvelable. Et on peut noter notamment que les autres postes du bilan dans le cadre des énergies renouvelables sont peu significatifs, notamment les créances clients représentent un mois ou quelques mois, les dettes fournisseurs également, le BFR est assez peu conséquent, les stocks sont pas ou peu présents dans des projets d'énergie renouvelable. Au stock, on pourrait avoir dans une unité de méthanisation des intrants par exemple, mais ce qui représente vraiment très peu par rapport à la taille d'un bilan de l'énergie renouvelable. Et un projet NR, c'est quoi en termes de compte de résultat? Ce sont des charges. Donc en termes de charges, vous avez des charges d'exploitation, donc les charges classiques de type maintenance qui peuvent être une source de coûts assez importante, mais également toute la partie gestion technique, gestion administrative, qui peuvent représenter des coûts assez importants. Un poste important également en termes de charges sont les dotations aux amortissements. En effet, en termes de projet énergie renouvelable, vous avez des investissements qui sont assez importants et par conséquent, vous avez des dotations aux amortissements qui sont tout autant importants et qui impactent fortement le compte de résultat. Donc on verra par la suite comment on peut évaluer et optimiser ce coût-là. Le troisième poste qui est important en termes de charges dans un projet ENR, c'est la fiscalité, notamment la fiscalité locale, où voilà, on a un poste fiscal qui est important dans le cadre d'un projet d'énergie renouvelable et on peut évaluer et optimiser la fiscalité, que ce soit pendant la conception, pendant la construction et pendant l'exploitation d'un projet d'énergie renouvelable. Et enfin, le dernier point, ce sont les charges financières qui, notamment dans le cadre d'un financement bancaire ou d'un financement prêt participatif ou compte courant, peut représenter des coûts importants et minorer la rentabilité d'un projet ENR. Donc toutes ces charges que représente un projet ENR sont compensées par une seule chose, la vente de produits d'énergie. Et donc le but, c'est que cette vente d'énergie puisse couvrir l'ensemble de ses coûts. Un actif renouvelable, c'est quoi? Donc on a vu que dans le bilan, on avait un actif qui était un investissement financé par un emprunt ou une opération en capital. Donc un actif, c'est quoi? C'est notamment du matériel. Donc quand je parle de matériel, la première chose que l'on pense, c'est forcément la machine de production. Donc vous avez l'éolienne, le panneau photovoltaïque ou le digesteur pour une unité de méthanisation. Donc c'est la première chose pour laquelle on pense quand on parle de matériel d'actifs renouvelables. Mais c'est également le raccordement électrique ou gaz. En effet, pour pouvoir produire de l'énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz, il faut qu'à partir de notre machine de production, on puisse notamment l'injecter sur les différents réseaux, que ce soit électrique ou gaz. Le troisième point qui compose un actif renouvelable, ce sont les supports. Quand je parle de support, il peut s'agir, dans le cadre d'une éolienne, c'est la fondation qui est un coût assez important en termes de CAPEX pour un projet renouvelable. Ça peut être un toit ou une ombrière pour un panneau photovoltaïque. Voilà, on a différents supports qui représentent un coût et qui, par contre, ne sont pas composés rentrent pas dans le coût de la machine de production. Et enfin, le dernier actif matériel, c'est le matériel informatique. Enfin, en termes de gestion dans votre projet d'énergie renouvelable, vous avez du matériel informatique qui vous permet notamment de pouvoir gérer à distance votre unité de production et éviter de devoir vous déplacer sur le site de production pour voir comment se passe la production d'énergie. Donc ça, c'est l'actif renouvelable matériel. Mais dans un actif renouvelable qui compose l'investissement dans un bilan comptable, on a également de l'actif immatériel. L'actif immatériel, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas palpable. Et la première chose qui entre dans un coût, notamment dans un actif renouvelable, ce sont les frais d'études. En effet, tous les frais. Donc Flore me dit que
Oui, vous pourrez avoir le PTT, l'exposé. Je crois que vous pouvez le télécharger à la fin de la présentation, si il me semble. Mais là, Florent, dites-moi si vous voyez le PTT en face de vous. Donc je reprends. Les actifs matériels comprennent notamment les études. Donc en effet, vous avez des frais d'études qui peuvent rentrer dans le coût du CAPEX du projet d'actifs d'énergie renouvelable et qui peuvent représenter des montants très importants. Puisque, comme on l'expliquait précédemment, donc ce sont des projets à long terme et notamment la conception et la réalisation d'un projet d'énergie renouvelable peut durer quelques années avant la mise en service de l'unité de production. Sur des projets éoliens notamment, on peut partir sur des durées de 8 ans avant la mise en service. Ça peut être du 4-5 ans sur du photovoltaïque ou de la méthanisation. Donc voilà, donc on est sur des durées assez longues, donc des frais d'études qui sont assez conséquents. Ces frais d'études peuvent être immobilisés et rentrer dans le cadre de l'actif d'énergie renouvelable. Sur l'immatériel, le second point sont les frais financiers. En effet, toujours sur ce principe que ce sont des projets qui sont développés sur du long terme et notamment en termes de développement et de conception, l'ensemble des frais financiers pour pouvoir financer notamment ces frais d'études peuvent être activés et rentrer dans le cadre de votre coût de l'investissement, qui est donc être activé. Et enfin, le troisième point que l'on pense moins, ce sont les provisions pour démantèlement. En effet, dans le cadre des règles comptables ou des règles particulières légales, vous avez une obligation en tant qu'exploitant de devoir démanteler et remettre en état le terrain, notamment après l'exploitation de votre site. Et d'après donc les règles comptables, vous avez une obligation de provisionner ce qu'on appelle donc une provision pour démantèlement, donc c'est-à-dire le montant des coûts que vous estimez à la date de mise en service que vous devrez payer en fin d'exploitation de votre site. Donc un actif renouvelable, un actif à décomposer, est-ce le cas? Compte tenu du niveau des investissements, oui, en effet, les règles comptables imposent de décomposer. Donc là, je vous rappelle l'avis CNC qui l'indique. Donc, il s'agit vraiment d'investissements qui sont très importants. On parle vraiment en plusieurs millions d'euros sur certaines unités. De ce fait-là, il y a une obligation de décomposer un actif renouvelable. Alors, décomposer, c'est quoi? C'est-à-dire, de déterminer chaque composant de votre unité de production avec qui a des durées différentes selon l'utilisation que vous estimez, et donc selon les règles comptables, vous avez l'obligation de déterminer chaque composant et d'amortir votre composant selon votre durée d'utilité estimée. Voilà, donc je vous donne un petit exemple d'une éolienne où on peut remarquer qu'on a différents composants sur une éolienne. Et bien sûr, la fondation que vous voyez en bas n'a pas la même durée d'utilité que la pale, par exemple, puisque une fondation est là pour une durée, je dirais, indéterminée, voire même perpétuelle, parce qu'on pourrait la réutiliser sur de longues années, alors qu'une pale s'use plus rapidement, donc on aurait des durées qui seraient différentes. Donc, d'après les principes comptables, on doit amortir sur des durées différentes. Donc, en pratique, comment se passe une décomposition? On a deux cas fréquents qui sont généralement observés. Le premier cas, c'est lorsque la société, donc l'investisseur, est maître d'œuvre. Dans ce cas-là, la décomposition est simple, puisque en tant que maître d'œuvre, c'est lui qui prend en charge les coûts de construction, notamment les différents lots qui sont composés dans le coût. Et donc, la société est capable de pouvoir déterminer le coût des différents composants et donc de pouvoir bien décomposer son actif renouvelable et déterminer les différentes durées par composant. Ça, c'est le cas le plus simple. On a un cas un peu plus complexe, c'est lorsque la société n'est pas maître d'œuvre et qu'elle achète ce qu'on appelle un contrat clé en main. Donc, elle a en face d'elle un développeur qui conçoit et construit le projet d'unité de production
et facture le montant complet à la société. La société, pour elle, c'est complètement transparent. Elle fait ce qu'on appelle le chèque. Dans ce cas-là, elle n'a aucune possibilité de pouvoir décomposer son actif renouvelable. Donc la décomposition est assez complexe. Et pour pouvoir résoudre cette difficulté, on utilise des clés de répartition. Donc il y a certaines clés de répartition, notamment nous, compte tenu de notre expérience, on a un certain nombre de projets qui nous permettent de déterminer des clés statistiques pour pouvoir déterminer des composants sur les unités de production d'énergie renouvelable. Et cette décomposition a un impact, notamment sur l'évaluation de la base foncière pour le calcul de la taxe foncière et de la CFE. En effet, comme je vous l'ai expliqué, la fiscalité est un enjeu important dans le cadre de l'évaluation et d'optimisation de projets d'énergie renouvelable. Et bien évaluer son actif et notamment décomposer les parties production et les parties foncières permet de pouvoir optimiser son projet d'énergie renouvelable d'un point de vue fiscal. Second point, en termes d'évaluation et d'optimisation d'un projet énergie renouvelable, c'est l'amortissement. Également, donc, puisqu'il s'agit d'un investissement qui est important, les amortissements sont lourds et ont un impact significatif dans le compte de résultat. En termes d'amortissement, il existe deux modes d'amortissement, ce qu'on appelle l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. L'amortissement linéaire, c'est votre coût de votre actif ou de votre composant qui est amorti sur une durée équivalente. Et donc le montant est égal chaque année. Le second mode, c'est un mode dégressif. Le mode dégressif permet de pouvoir amortir plus rapidement les premières années votre actif renouvelable et donc ainsi pouvoir générer une charge non décaissable, puisqu'on a un amortissement comptable et ce qu'on appelle une charge non décaissable, et donc faire des économies d'impôts plus rapidement, en tout cas sur les premières années, et donc avoir un impact fort sur votre business plan dans le cadre d'un financement de projet d'énergie renouvelable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la durée d'un amortissement dépend de la durée d'utilisation du composant. Donc le choix de la méthode linéaire ou dégressif et de la durée d'amortissement est primordial car il conditionne notre résultat annuel. L'un des principes qu'il faut comprendre, c'est que la durée et le mode d'amortissement sont des décisions de gestion. Donc l'exploitant, le propriétaire d'une unité a le choix du mode d'amortissement et de la durée d'amortissement de son actif renouvelable. J'entends parfois des clients dire qu'il faut utiliser des données sectorielles. Non, vous avez le choix, c'est une décision de gestion d'appliquer les modes d'amortissement et durée d'amortissement. Ça, c'est la règle, je dirais, théorique. Après, dans la pratique, en face de vous, vous avez des personnes qui viendront contrôler si vos décisions de gestion ne sont pas incohérentes. Je prends trois cas concrets. Le premier cas, c'est votre banquier. Si vous faites un financement par emprunt bancaire, votre banquier regardera votre business plan et regardera si les méthodes que vous appliquez ne sont pas trop incohérentes. Le second tiers qui pourrait être intéressé par ces décisions de gestion, c'est l'administration fiscale. En effet, si vous avez décidé d'appliquer une durée d'utilisation trop courte, et donc des frais d'amortissement qui sont trop importants, l'administration fiscale pourrait remettre en cause, si vous n'avez pas à justifier votre décision de gestion, pourrait remettre en cause votre amortissement et donc réintégrer une partie de votre amortissement. Et le troisième tiers qui est également intéressé par cette notion, c'est votre commissaire aux comptes. Si vous avez un commissaire aux comptes, il lui également regardera vos hypothèses de travail et notamment vos décisions de gestion en termes d'amortissement comptable pour savoir si elles sont cohérentes et si elles ne sont pas trop longues, soit trop courtes. Vous avez également ce qu'on appelle un amortissement fiscal. Donc là, je fais deux petits focus. La première, ça concerne le dispositif de suramortissement. En termes de dispositif de suramortissement des équipements industriels, c'est une loi qui a été créée en 2015 pour permettre de pouvoir amortir fiscalement, donc aucun impact comptable uniquement fiscal, une partie des amortissements liés à des équipements industriels. Malheureusement, le législateur a décidé
d'exclure les projets énergie renouvelable, notamment puisqu'ils bénéficient de tarifs réglementés. Donc, il n'est pas possible, dans le cadre d'un projet ENR, si on bénéficie d'un tarif réglementé, de pouvoir bénéficier de ce dispositif d'amortissement sur les équipements industriels. Ça, c'était le premier point. Le second point, je voulais faire juste un petit focus sur l'ancien régime d'amortissement exceptionnel sur 12 mois. Donc, c'est ce qu'on appelait l'article 39 AB du CGI, qui permettait de pouvoir bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur 12 mois et donc générer un énorme amortissement la première année et donc un énorme déficit et ne pas payer d'impôt sur les sociétés pendant 10 ou 15 ans. Ce régime-là était disponible que jusqu'en 2010. Donc, on ne pouvait plus en bénéficier à partir de 2011. Mais je voulais faire un petit focus parce que on commence à rentrer dans un marché de projets d'occasion. Voilà, à partir des années 2007-2008, on a une accélération des projets, mais surtout en création. Donc, on achetait des projets d'énergie renouvelable neufs. Par contre, là, on commence à avoir de plus en plus d'investisseurs qui souhaitent revendre leurs projets. Donc, si ces investisseurs à l'origine avaient utilisé ce régime-là, cela peut avoir un impact dans le cadre d'une reprise d'un projet de la part d'un nouvel investisseur, notamment en termes de distribution de dividendes, puisque l'investisseur originel aura pratiqué un amortissement très fort et donc les réserves seraient négatives et donc impossibilité de pouvoir distribuer des dividendes. Donc c'est un point très important, notamment dans le cadre d'une reprise d'un projet de production d'énergie renouvelable. Là, je vous présente deux petits cas concrets, deux petits exemples pour vous montrer un petit peu quel peut être l'impact justement d'une décision de gestion dans le cadre d'un amortissement d'un actif. Donc le premier exemple que j'ai pris, c'est une comparaison entre un amortissement linéaire et un amortissement dégressif. Donc on part sur une même base d'une valeur de 1500 amortis sur 15 ans. Et donc vous pouvez voir on a notamment des différences importantes les premières années, puisque la première année, on amortirait l'actif à hauteur de 100, alors que pour les amortissements linéaires, alors que pour l'amortissement dégressif, on amortirait sur 225. Ce qui veut dire qu'on aurait une charge complémentaire la première année si on applique l'amortissement dégressif sur une charge complémentaire de 125. Alors petit détail que je n'ai pas mentionné dans le cadre de l'amortissement dégressif, l'ensemble d'un projet ENR ne peut pas bénéficier d'un actif. Voilà, il y a certaines règles comptables et fiscales qui font que l'amortissement dégressif ne peut être utilisé que sur la partie production et non sur la partie foncière d'un actif, donc notamment tout ce qui est support, fondation, bâtiment, ne bénéficie pas d'un amortissement dégressif. Par contre, votre éolienne, votre panneau photovoltaïque, votre digesteur peuvent bénéficier d'un amortissement dégressif. Et on remarque bien qu'en fin de vie du projet, on retombe sur les mêmes montants cumulés d'amortissement, donc ce qui montre bien que voilà, l'amortissement dégressif versus l'amortissement linéaire ont un impact sur les premières années, mais qu'au final, le montant de l'amortissement reste le même. Second exemple que je souhaitais vous montrer, c'est l'impact qu'on peut avoir lorsqu'on utilise la règle des composants. Donc pareil, vous avez ici un petit exemple où je compare un amortissement linéaire qui est fait sur le projet complet versus un amortissement linéaire par composant. Donc j'ai pris un exemple d'une éolienne qui a une valeur de 1000, donc, dont 400 de pales amortis sur 8 ans et remplacés une fois bien sûr, et donc des rotors amortis sur 15 ans. Et on peut voir également que même si on applique la méthode linéaire sur ces projets d'énergie renouvelable, mais qu'on utilise la méthode des composants, on a des différences d'amortissement qui peuvent être assez conséquentes. Et là, dans mon exemple, vous voyez qu'en année 8, on a un écart d'amortissement qui est assez important. L'année 8 étant l'année de remplacement de la pale, puisque la pale
n'ayant pas été amorti sur 8 ans mais sur 15 ans, la sortie de la panne engendre une charge exceptionnelle très forte et donc qui peut dégrader votre business plan. Par rapport aux actifs énergie renouvelable, je souhaitais faire un petit focus sur la provision pour démantèlement. Donc la provision pour démantèlement, c'est une règle comptable, puisque c'est une provision comptable. Donc l'avis de 2005 H du 6 décembre 2005 de l'avis du comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité. Pardon. Est-ce que c'est une obligation de pouvoir provisionner ce démantèlement? Non, ce n'est pas une obligation. Il y a une règle qui impose de provisionner le montant du coût que vous allez devoir débourser en fin de vie de votre projet. Cependant, si vous estimez que la revente, notamment de votre matériel, je prends l'exemple d'une éolienne, la revente du fer ou des différents matériaux qui composent l'éolienne en fin de vie vous permet de couvrir vos coûts de démantèlement et de remise en état du site, vous n'avez pas l'obligation de comptabiliser cette provision pour démantèlement. Mais il va falloir vraiment argumenter et expliquer pourquoi vous ne passez pas cette provision, notamment vis-à-vis des commissaires en compte. Petit focus également sur la provision pour démantèlement. Certains exploitants ou investisseurs font une confusion entre la provision pour démantèlement, qui est une obligation comptable, comme on vient de voir, et les garanties financières, notamment dans le cadre des ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, qui est une obligation issue du Code de l'environnement. Vous avez, dans le cadre de projets ENR qui doivent mettre en place des garanties financières, des montants significatifs et imposés par la loi. Je prends l'exemple d'une éolienne où on parle de 50 000 € par éolienne. Il faut vraiment totalement déconnecter cette garantie financière qui est censée couvrir le montant en cas de défaillance de l'exploitant, que ce soit en cours de vie ou en fin de vie d'exploitation du projet renouvelable. Il faut le déconnecter de la provision pour démantèlement, qui est vraiment une provision pure comptable et qui doit être constituée uniquement pour couvrir les frais de démantèlement en fin de vie. Donc parfois je vois certains clients qui provisionnent en termes de provision pour démantèlement le montant de la garantie financière. Il faut vraiment s'assurer que c'est le bon montant à provisionner, que ça correspondra à vos coûts de démantèlement en fin, parce que si ce n'est pas le cas, s'il s'agit d'une mauvaise évaluation à l'origine, puisque ce montant-là correspond à un actif de votre bilan, cela peut avoir un impact négatif sur votre compte de résultat. Donc une bonne évaluation à l'origine de cette provision pour démantèlement permet d'optimiser justement votre compte de résultat. Et enfin, le troisième point composé d'un actif renouvelable, ce sont les coûts de financement. Petit rappel, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les coûts de financement pendant la construction peuvent être activés. En effet, c'est une règle comptable qui permet de pouvoir diminuer votre coût dans votre compte de résultat pendant la phase de développement et la phase de construction, et ce qui permet de pouvoir amortir ces frais financiers pendant cette période-là, pendant toute la durée d'exploitation. Sur les coûts de financement, donc je parle notamment des frais de compte courant et parfois d'intérêts bancaires. Nous avons quelques limites fiscales qui permettent de limiter la déduction des intérêts, des charges d'intérêt dans le cadre de votre calcul de résultat fiscal et donc de votre calcul d'impôt sur les sociétés. Je vous rappelle là, dans ce slide-là, les différentes limites qui sont appliquées dans le cadre de ces charges d'intérêt. Mais ces règles fiscales ont des exceptions. Vous avez des règles particulières qui permettent d'optimiser justement la charge fiscale et en ne limitant pas la déduction fiscale et justement pour moi en permettant de déduire fiscalement la totalité des charges financières. Et là, une étude particulière doit être faite pour savoir quelle est la nature de ces charges financières et comment elles sont constituées et quelles sont les possibilités d'optimisation. Le second point que je souhaitais aborder avec vous, c'est la fiscalité. C'est une part importante d'un actif renouvelable, notamment dans son compte de résultat, et c'est un élément qui est généralement mal maîtrisé par les développeurs
et qui doit être anticipé dès la construction du business plan et avant la construction pour pouvoir vraiment optimiser ce coût-là dans le compte de résultat. Le premier point et le point le plus important, c'est la fiscalité locale. C'est un élément qui est un poids assez certain dans le compte de résultat. Et notamment, l'un des plus gros postes, la CFE, la taxe foncière, qui sont évalués à partir de la valeur foncière locative de l'actif renouvelable. Et en effet, si vous déterminez une valeur foncière locative trop importante auprès de l'administration fiscale, vous serez taxé au titre de la CFE et la taxe foncière sur des montants importants. Donc une bonne évaluation de votre actif foncier, notamment à partir de la décomposition que l'on a vue auparavant, permet de pouvoir optimiser votre valeur locative foncière et donc diminuer et payer le montant juste de votre cotisation foncière des entreprises et de votre taxe foncière. Le second point de la fiscalité locale, c'est la CVE, donc l'autre composante de la CFE dans le cadre de la contribution économique territoriale. La CVE, je rappelle, c'est une taxation relative à la valeur ajoutée de votre entreprise et de votre investissement. Il y a certains points, certaines règles qui permettent de pouvoir optimiser le calcul de votre CVE dans le cadre d'un projet d'énergie renouvelable. Et enfin, troisième point sur la fiscalité locale, très important, c'est l'IFER, donc l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, qui est une taxation forfaitaire, donc on pourrait comprendre qu'il s'agit d'une taxation simple, puisque vous avez un montant qui est déterminé par la loi. Cependant, cette taxation forfaitaire n'est pas si simple puisqu'il y a certaines règles qui permettent de pouvoir anticiper le montant ou le réduire ou l'annuler, notamment, je pense à la première année, à l'année de mise en service, où certaines règles permettent d'éviter une taxation sur une année complète sur cette taxation qui est vraiment très importante dans le cadre d'un projet MNR. Et enfin, sur la fiscalité notamment locale, il y a des aides possibles. Vous avez des aides, notamment dans tous projets d'énergie renouvelable sont situés dans des zones rurales. Donc vous avez des aides possibles telles que les aides ZRR, zones de revitalisation rurale, ou les aides AFR, qui vous permettent de diminuer justement le coût de votre fiscalité locale. Petit focus également sur la fiscalité locale. Vous avez, en tant que propriétaire de projet MNR, à déclarer un certain nombre d'informations à l'administration fiscale à des échéances qui sont bien précises. Si vous dépassez ces échéances-là, vous pourrez peut-être ne pas bénéficier de certaines aides de la part de l'administration fiscale ou alors d'être taxé plus fortement puisque vous ne bénéficiez pas justement de certaines exonérations du fait du dépassement des échéances. Donc un point très important à suivre, et notamment à partir de la mise en service industrielle de votre actif, c'est vraiment d'être en lien avec les constructeurs pour pouvoir déterminer différentes dates et dates précises de mise en service ou de raccordement au réseau qui engendrent des déclarations obligatoires auprès de l'administration fiscale et le fait de dépasser ces échéances-là vous ne permet pas d'obtenir certaines optimisations en termes de fiscalité locale. Second point sur la fiscalité, c'est la fiscalité, ce que j'appelle non locale. C'est notamment deux points. C'est le point sur la TVA, très important, notamment en phase de construction. On est sur des projets qui portent sur plusieurs centaines ou plusieurs millions d'euros. Et donc, de ce fait-là, les montants de la TVA sont assez conséquents et l'administration fiscale est très pointilleuse et regarde très en profondeur, justement, cette TVA, notamment la déduction de la TVA lors de la phase de construction. Il y a des règles très précises en termes de déduction de TVA. Et l'administration fiscale regarde très précisément justement quand vous demandez la déduction de vos factures d'achat dans le cadre de la construction de votre projet ENR et peut remettre en cause la déduction de votre TVA. Second point, mais qui n'existe plus, c'était ce qu'on appelle la TVA sur
livraison de biens à soi-même, les LASM. Depuis une règle de 2014, les entités qui n'ont pas de prorata de TVA n'ont plus l'obligation de déclarer de TVA sur les LASM. Donc c'est un point administratif important qui permet justement d'éviter de devoir déclarer de la TVA sur la LASM. Et donc une erreur possible en moins qui peut coûter cher si à l'époque on ne déclarait pas les constructions à la LASM. Et enfin, le second point sur la TVA, c'est la TVA en phase d'exploitation, où justement il y a certaines règles en termes de vente d'électricité, où l'électricité est vendue hors taxe puisque c'est l'acheteur qui est redevable de la TVA notamment. Et second point, c'est l'impôt sur les sociétés, où il y a certaines règles fiscales qui permettent de déduire des éléments de votre calcul d'impôt sur les sociétés, ou alors, sur le côté inverse, c'est la réintégration de certaines charges de votre projet ENR, notamment, et c'est de ce dont on a discuté tout à l'heure, c'est tous les coûts de financement, où les charges financières doivent, dans le cadre de votre projet, être réintégrées si vous ne respectez pas certaines règles fiscales. Voilà, et donc dernier point, je voulais vous faire un petit focus sur l'actualité ENR des derniers mois et dernières années. Le premier point, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc elle a été publiée au journal officiel fin octobre, et c'est un élément légal de plus dans l'arsenal du gouvernement pour pouvoir développer les énergies renouvelables en France. Voilà, il y a la confirmation d'objectifs chiffrés en termes d'installation d'unités de production d'énergie renouvelable en France, avec des objectifs chiffrés, notamment en termes de production d'énergie et d'électricité sur le panel français. Le second point d'actualité qui est encore en cours, c'est la fin des tarifs d'obligation d'achat. Je vous rappelle que auparavant, lorsqu'on avait une unité ENR, on bénéficiait de ce qu'on appelait un tarif d'obligation d'achat, c'est-à-dire d'un tarif fixé par la loi et donc concrétisé dans un contrat, notamment avec EDF pour l'électricité, et vous revendiez votre énergie à EDF selon un prix fixé, ce qui permettait de sécuriser votre projet. Selon certaines règles, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, l'État français avait l'obligation d'arrêter ce système de tarif d'obligation d'achat pour aller vers un système de complément de rémunération. Complément de rémunération, comment ça fonctionne? Vous vendez votre électricité sur le marché au prix de marché, et l'État vous garantit ce qu'on appelle un complément de rémunération pour pouvoir rendre rentable votre projet ENR. Donc c'est un fonctionnement un peu différent, notamment lorsqu'on est sur une phase de développement et de construction d'un business plan d'un projet ENR, puisqu'on est plus sur un montant fixe comme le tarif d'obligation d'achat. On est sur un complément de rémunération pour lequel les décrets doivent être publiés prochainement. Et donc on a un certain flou justement sur comment va fonctionner le complément de rémunération, sachant que le prix de vente de l'électricité, et ce dont je rappelais au début quand je parlais du compte de résultat d'un projet ENR, c'est que pour pouvoir couvrir l'ensemble de vos charges, vous n'avez qu'un seul produit, c'est la vente d'électricité. Donc qui dit vente d'électricité dit une quantité et un prix, et ce prix, s'il y a un doute ou un flou sur le prix de revente de l'électricité ou du gaz, il y a, vous savez, moins de fiabilité sur votre business plan, ce qui pourrait rendre un peu plus fébrile les investisseurs. Et enfin, le dernier point d'actualité encore en cours, c'est les intérêts moratoires sur l'éolien. Donc je fais un petit focus sur ça. Sur les années précédentes, une association anti-éolien est allée jusqu'à la Cour de justice européenne pour dénoncer justement le système de rémunération de l'éolien notamment. Et la Cour de justice de l'Union européenne et par la suite le Conseil d'État
ont considéré que le tarif éolien était une subvention d'État qui n'avait pas été déclarée auprès de l'Union européenne en fonction de donc, différents mécanismes qui doivent être réalisés auprès de l'Union européenne. Et donc cela a remis en cause le tarif éolien de mémoire, c'est sur l'arrêté de 2010 ou de 2011, ce qui fait que tous les projets éoliens qui bénéficient d'un tarif d'obligation d'achat sur cet arrêté-là vont se voir appliquer des intérêts moratoires sur l'éolien, c'est-à-dire qu'ils vont devoir payer des intérêts puisque le Conseil d'État considère que le tarif d'obligation d'achat correspond à une subvention que l'État a versée aux exploitants. Et donc, qui dit subvention, dit intérêts moratoires qui devront être versés auprès du gouvernement. Donc c'est un point très important. Donc depuis, il y a eu une notification avec un arrêté pour les projets éoliens, ce qui fait que pour les projets sur les arrêtés suivants, on n'est pas sur cette problématique-là, mais si vous êtes un investisseur qui souhaitait racheter un projet qui existe déjà et qui bénéficie de l'arrêté de 2010 ou 2011, je ne me souviens plus, il y a ce risque de devoir payer des intérêts moratoires sur l'éolien. Alors les modalités pratiques n'ont pas encore été définies, elles le seront bientôt je pense, mais voilà, c'est un risque qu'il faut prendre en considération parce qu'on est sur des montants qui sont vraiment très importants. Voilà, donc là ma présentation est finie, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions suite à cette présentation, je peux y répondre bien volontiers. Écoutez, donc si pas de questions, merci beaucoup pour votre présence. À la fin de cette présentation, vous avez mes coordonnées, donc si vous avez des questions particulières, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun souci. Et sinon, je vous souhaite... j'ai une petite question. Alors oui, il y a des exonérations qui peuvent exister pour les projets en méthanisation. Alors je ne sais pas pour quel type d'exonération, mais vous pouvez bénéficier de certaines exonérations, notamment les exonérations ZRR et AFR que j'expliquais tout à l'heure, qui permettent d'exonérer ponctuellement, sur une durée de 5 ans, des projets de méthanisation s'ils sont situés dans des communes qui sont éligibles justement à ces aides fiscales. Alors, une petite question, quel est selon vous le projet le plus rentable, investissement en propre ou achat projet clé en main en achetant la production? Moi je dirais que si vous achetez un projet clé en main, vous achetez le coût de votre projet, mais vous achetez également une marge qui est générée par les développeurs. Alors certains développeurs ne mettent une marge que sur leur coût de développement, d'autres peuvent mettre une marge également sur les coûts de construction, parce que donc un projet clé en main, vous achetez vraiment tout, donc la partie développement et la partie machine, construction. Donc je dirais qu'il n'y a pas de vérité en soi, mais on peut dire que généralement les coûts sont moindres, votre capex sera moindre si vous êtes maître d'œuvre et que vous avez la maîtrise justement de vos différents sous-traitants pour pouvoir construire et développer votre projet ENR.
Alors, une petite explication complémentaire entre amortissement linéaire et dégressif. Alors, l'amortissement linéaire, c'est un amortissement équivalent chaque année. Donc, je reprends mon exemple qui est plus haut. Voilà. Tac. Ici, voilà. Donc, c'est l'exemple linéaire versus dégressif. Si vous avez un actif de 1500 amorti sur 15 ans, l'amortissement linéaire, vous amortissez 100 chaque année. Donc c'est un montant qui est fixe chaque année. Alors que l'amortissement dégressif, si vous amortissez ce même actif de 1500 sur 15 ans, vous allez amortir la première année 225. Donc vous avez un écart de 125 de charges non décaissables entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous construisez votre business plan, voilà, vous avez notamment votre résultat à la fin qui peut varier en fonction de la durée et du mode d'amortissement que vous appliquez sur votre actif renouvelable. Donc là, j'ai pris des chiffres, je dirais, simples et petits comme 1500, mais c'est vrai que sur des projets d'énergie renouvelable où on est sur des investissements sur plusieurs centaines, voire plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros, lorsqu'on applique la différence entre l'amortissement linéaire et l'amortissement négatif, on peut se retrouver avec, notamment sur les premières années, sur des écarts d'amortissement qui sont conséquents et donc qui peuvent bien bénéficier qui bénéficient d'écarts entre l'application de ces deux méthodes. Ce qui vous permet, notamment dans le cadre d'amortissement négatif, de ne pas payer d'impôt sur les sociétés les premières années, puisque vous appliquez un amortissement plus fort sans sortie de cash, parce que, je le rappelle, l'amortissement est une charge non décaissable, donc vous allez avoir une charge plus importante avec l'amortissement négatif, ce qui veut dire que vous allez avoir un résultat fiscal dans le cadre de votre calcul d'impôt société qui sera plus faible, voire même négatif, et vous permettra de bénéficier d'une optimisation de votre impôt sur les sociétés. Donc c'est très important dans le cadre d'un projet ENR sur 15 ou 20 ans. Si vous construisez votre business plan sur votre projet en amont de la construction, c'est une décision de gestion qui devait être prise vraiment bien en amont pour voir quel est l'impact, notamment en termes d'impôt sur les sociétés. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes ont d'autres questions. Écoutez, merci de votre attention. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.